Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler du plan climat avec la BPI. J'ai la chance d'être accompagnée d'Hortense Gaudin, coordinatrice du plan climat à la BPI Île-de-France, d'Éric Verset, le directeur du réseau BPI France, et en ligne avec nous, en ligne, on dirait Cognac G un peu les studios, euh, en webinaire avec nous Jean-François Cotin, qui est expert comptable, président du comité RSE de l'Ordre de Paris, et qui va nous parler de son expérience puisqu'il a l'habitude de proposer des missions RSE. Bonjour. Bonjour à tous. Donc j'espère que là vous arrivez gentiment. On a quelques personnes en présentiel dans la salle, c'est toujours très sympathique. Donc merci à ceux qui ont fait le grand déplacement de venir et merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Vous étiez à peu près 180 à vous inscrire pour cette thématique. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui on va parler des experts comptables en face à l'enjeu climatique. On a deux cartes à jouer, nous les experts comptables. Déjà la première peut-être pour nous-mêmes. Faire notre propre transition RSE dans nos cabinets. Et là, on saura que la BPI peut nous aider. Et également, c'est une nouvelle mission à proposer à nos clients. On va parler des PEF. Alors, j'ai mes petites anti-sèches. Hein, donc, déclaration de performance extra-financière. Donc, et on va comprendre qu'aujourd'hui, certaines entreprises ont certaines obligations. C'est ce que vous allez nous expliquer à l'instant, Eric. On va parler plan climat. Donc, j'espère que ça va vous intéresser tout ceci. 1h30 interactif avec un témoignage d'experts comptables. Et évidemment, n'hésitez pas à nous poser vos questions et on y répondra. S'il y en a trop, peut-être pas au fil de l'eau. S'il y en a une de temps en temps, on verra comment on s'organise pour vous intéresser au mieux. Je vous passe la parole, Eric. Merci Virginie, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui sont présents et à ceux qui nous écoutent de plus loin. Bon, d'abord Virginie, un grand merci de nous accueillir. BPI France, l'Ordre des experts comptables, enfin les experts comptables de manière générale. C'est une grande histoire qui... moi, j'ai 20 ans de carrière chez BPI France et du plus loin que je me souviens, dans tous les secteurs et toutes les régions que j'ai pu faire, j'ai toujours eu d'excellents contacts avec les experts comptables parce qu'on a une mission finalement qui est la même, qui est celle d'apporter des services, des solutions à nos clients. Et tous avec des savoir-faire qui peuvent être un peu différents, qui a pu d'ailleurs faire preuve de quelques moments de débat entre nous, ce qui était intéressant entre le financier que j'étais puis l'expert comptable qui est en face de moi, mais toujours avec beaucoup de courtoisie et beaucoup d'esprit constructif. Donc voilà, je tiens à rendre hommage à ce partenariat qui existe, qui nous a d'ailleurs, j'étais en train de penser à ça quand je suis arrivé, je me disais qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises, ça a été des moments où on s'est rapproché encore un peu plus ensemble, parce que le collectif finalement prend tout son sens dans les périodes où les choses vont un peu moins bien. Je me rappelle de Lehman Brothers, pour les plus anciens d'entre nous, 2008, où il a fallu déployer plein de ressources nouvelles devant un monde qui nous était un peu inconnu, où les banquiers ne prêtaient plus d'argent. Après, il y a eu le CICE qu'on a déployé, et puis plus récemment la crise sanitaire. Et là aussi, je crois qu'on a fait un bon partenariat parce que collectivement, on a réussi à déployer le PGE, les pré-rebonds, dans un domaine dans lequel vous avez œuvré énormément pour faire en sorte que les plateformes numériques, pour qu'elles touchent le plus de TPE possible, puissent bénéficier de votre label. Et donc, vous avez joué un rôle fondamental. Donc, un grand merci pour tout ça. Alors, le sujet qui nous amène ce soir, il est tout aussi important finalement que les quelques cas que je viens d'expliquer, peut-être même plus encore. C'est pas une crise, mais c'est une transformation, une mutation profonde de l'économie, de la société qui va nous attendre. On a l'habitude de dire chez BPI France que c'est un peu le grand emballement. Bonjour madame. C'est un peu le grand emballement qui va déferler et qui commence. Alors, on peut peut-être passer d'ailleurs la planche suivante qui donne quelques chiffres, mais qui dit simplement que le sujet de la transition climatique, écologique, c'est un sujet, alors je ne reviens pas sur le pourquoi en tant que citoyen il est important d'y s'y intéresser, on va plutôt se focuser sur la partie économique, sur les agents économiques. Et lorsque l'on interviewe l'ensemble de nos dirigeants, de nos clients, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que la très grande majorité d'entre eux, en tant que citoyens,
sont très conscients de l'urgence climatique, sont très conscients qu'il faut faire des choses, mais finalement, ils sont assez peu encore, à peine un tiers, à mener une action dans leur propre entreprise. Et on leur a demandé pourquoi. Pourquoi ils n'avaient pas été aussi rapides que leur propre conscience citoyenne. C'est que finalement, il y a 3 freins, il y en a même un 4e qui est un peu le couvercle de tout ça. Le premier, c'est ils disent se mettre en transition, c'est bien, mais ça coûte de l'argent et je n'ai pas toujours les moyens de le faire. Le deuxième, c'est ça demande des produits ou des services nouveaux et moi, je ne sais pas comment aller les chercher. Et puis, le troisième, c'est tout ça va me coûter de l'argent, donc il faut un moment que je le répercute sur mes prix. Et aujourd'hui, je me rends compte que le client n'est pas encore prêt à payer plus cher pour avoir un service green. Voilà. Et fondamentalement, derrière ces 3 sujets, il y a un grand sujet qui nous occupe et je pense qui vous préoccupe aussi, c'est que notamment les TPE et PME de nos régions, quand on leur dit qu'il faut se mettre en transition, elles disent OK, mais je ne sais pas comment faire finalement. Par quoi je dois commencer? Par quel bout je dois prendre le sujet? Et donc, on a réfléchi et c'est tout l'objet du plan climat qu'on va vous détailler avec Hortense. Mais je vous parlais tout à l'heure du grand emballement. Il faut juste avoir conscience de ce qui est en train de se préparer, ce qui est déjà à nos portes. C'est le Green Deal, le grand emballement, c'est finalement tout un tas de phénomènes qui sont en train d'arriver à marche forcée. Le premier d'entre eux, il est réglementaire. Vous en parliez, Virginie. Et effectivement, il y a une réglementation qui d'ores et déjà est présente parmi les grandes entreprises et parmi les ETI. Alors, c'est peut-être un peu moins le cœur de votre clientèle, mais il n'empêche que ça va entraîner des conséquences sur tout le reste de l'économie par voie de conséquence. Dès cette année, les ETI, elles ont l'obligation de fournir un audit extra-financier. L'année prochaine, en 2023, c'est demain, hein, ce sont les PME de plus de 50 salariés qui vont être obligés de faire un bilan GES. Merci. Ça va être entre bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore salués et ceux qui nous suivent en ligne. Donc effectivement, ça va être les entreprises entre 50 et 250 ETP et qui ont notamment bénéficié des programmes dans le cadre de dispositifs dans le cadre du plan de relance qui vont devoir faire un bilan GES simplifié, à savoir le scope 1 et 2 notamment. Beaucoup d'entreprises ont bénéficié de PGE, de pré-rebond, les dispositifs qu'on a évoqués récemment. Du coup, ça va concerner énormément d'entreprises, effectivement. Donc le coup est parti. L'année prochaine, ce sont les PME. Et puis, dans les 2-3 ans à venir, ça sera le tour des TPE qui seront rattrapés par la patrouille. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a 3, 4, peut-être 5 ans, pour les plus optimistes d'entre nous, pour se dire que le monde va changer, que les règles du jeu vont changer et que les entreprises qui ne se seront pas préparées, qui n'auront pas fait leur transition, seront condamnées à vivre des temps difficiles. Ça, c'est l'aspect réglementaire. Et puis, le grand emballement, c'est aussi tout ce qui accompagne cela et qui sont plus de l'ordre de l'économie ou du social. C'est d'abord les entreprises qui ne se seront pas mises en transition, elles auront énormément de mal à embaucher des jeunes talents. Parce que vous le savez peut-être, enfin, vous le vivez peut-être, moi je le vis, nous on le vit et nos clients le vivent. Les jeunes talents qui rentrent dans les boîtes aujourd'hui, elles n'ont pas envie de rentrer dans des boîtes qui ne respectent pas le climat, elles ont envie d'être dans des entreprises propres, des entreprises qui ont un sens de la mission, des entreprises qui tiennent à leur réserver un avenir le meilleur possible. Et quand elles n'ont pas cette promesse-là, elles ne trouvent plus les bons. Voilà. Le deuxième, sont les consommateurs que nous sommes. Les clients que nous sommes, hein, quand on est en B2C, on consomme différemment. Ça, c'est le Covid qui nous a aussi un peu éclairé sur ça. Hein. C'est consommer plus local, consommer sur des circuits courts. Quand on achète un vêtement, on s'intéresse de plus en plus à l'impact carbone que ça peut avoir. Quand on va acheter son légume, on regarde de plus en plus d'où il vient. Est-ce qu'il a fait des centaines de kilomètres ou pas? Tout ça commence à avoir des impacts forts. Et on va de moins en moins aller consommer dans les entreprises qui ne sont pas vertes. Le troisième, ce sont les grands donneurs d'ordre. Et ça, c'est d'ores et déjà le cas. Les donneurs d'ordre privés, mais même publics, commencent maintenant à dire, dans leur cahier des charges pour travailler avec un certain nombre de sous-traitants, on impose des règles du jeu dans les appels d'offres, ce qui exclut de fait toutes les entreprises qui n'ont pas fait de transition ou qui ne sont pas capables de dire ce qu'elles ont fait. Et puis le dernier, c'est un peu nous, c'est le monde des financeurs
qui est en train de faire sa révolution. D'abord, les investisseurs, hein, ceux qui rentrent au capital, ça fait déjà quelques temps qu'ils ont intégré dans leur façon d'auditer leur participation le fait d'avoir un audit sur l'extra-financier. Et aujourd'hui et demain, ce sont les banquiers. Il y a quelques semaines, on était en réunion avec l'ensemble de la FBF. On était en train de construire, d'essayer de construire ensemble une façon de pouvoir évaluer le risque extra-financier de nos entreprises. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, si je dis les choses de manière un peu caricaturale, les banques, elles auront, comme la Banque de France peut l'avoir, une espèce de notation, voilà, je ne sais pas comment elle s'appellera, mais qui viendra évaluer le risque de transition de ses clients. Donc, de manière caricaturale, l'entreprise aujourd'hui qui ne se met pas en mouvement, qui ne se met pas en transition, tout comme elle a dû le faire pour le digital, si elle ne le fait pas pour l'écologie, si elle ne se décarbone pas, eh ben demain, elle n'aura pas de salariés, elle n'aura pas de clients, elle n'aura pas de financeurs. Voilà. Donc, ça nous oblige tous. Donc, c'est pour ça que les enjeux du plan climat, nous, on y a réfléchi maintenant, ça fait quelques temps. Là, notre première action, ça a été de nommer des coordinateurs du plan climat. Hortense aura l'occasion de s'exprimer tout de suite, mais déjà d'incarner cette démarche, cette volonté. Et puis, notre plan climat, il tourne autour de 3 grands axes que vous voyez normalement à l'écran, qui est d'abord, on continue, je vais commencer par la droite, on continue par faire ce que l'on sait déjà bien faire, c'est-à-dire le financement des ENR, les énergies nouvelles renouvelables. Là, on est un grand financeur des éoliennes terrestres, des panneaux photovoltaïques, de la cogénération, maintenant, plus récemment, des éoliennes en mer. Voilà, des gros sujets. Alors vous êtes peut-être un peu plus éloigné de ces sujets-là, mais c'est un gros pan d'activité. Hein. C'est quasiment 2 milliards par an pour nous sur le sujet de ces financements-là. Ça ne réglera pas tout le problème de la transition énergétique, mais on sait que c'est un complément salutaire. Et on sait d'ailleurs que les pouvoirs publics y sont très attachés et ça ne va faire qu'augmenter. Et donc nous, on va pousser les feux sur ces sujets-là. Là aussi, on s'est construit pour avoir des équipes structurées autour des ENR, des sachants qui savent prendre en main ce type de projet un peu complexe. Le deuxième axe, c'est essayer de participer à l'émergence de ce qu'on appelle la green tech, c'est-à-dire en fait des startups. Et vous savez que le monde des startups, on le connaît plutôt bien chez BPI France. On l'a fait dans la tech, on le fait dans la deep tech aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment l'innovation de rupture qu'on va chercher dans les labos, dans les universités. Et ce qu'on veut maintenant favoriser, c'est l'émergence de green tech, c'est-à-dire des technos qui vont permettre d'accompagner et de favoriser la transition énergétique. J'ai en tête, par exemple, un dossier que j'ai accompagné il y a quelques semaines qui consiste à créer un ballon dirigeable nouvelle génération qui sera amené demain à transporter des grands blocs de marchandises qu'on voit aujourd'hui sur les cargos. Voilà, et qui polluent énormément, on le sait. Et ben demain, on verra peut-être des espèces de montgolfières qui passeront autour de nos têtes pour aller transporter nos marchandises. Donc, c'est des sujets comme ça qui nous préoccupent beaucoup aujourd'hui et on a des équipes, notamment côté innovation, qui sont très promoteurs de nos solutions sur le sujet. Et puis le troisième, c'est sans doute le plus important et c'est le challenge le plus grand pour nous BPI, pour les banques, mais aussi pour vous. Et je crois que là, vous le disiez Virginie, mais vous avez sans doute votre carte à jouer en termes d'accompagnateurs, de conseillers et d'experts extra-financiers, c'est de faire en sorte de répondre à cette exigence dont je parlais tout à l'heure, d'accompagner les entreprises dans cette transition. Et l'enjeu, il n'est pas facile. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des niveaux de maturité différents, qui ont des tailles différentes, et je le disais, qui ont des moyens financiers différents. Donc, il va falloir qu'on fasse tous œuvre de pédagogie, qu'on aille taper aux portes, qu'on fasse des webinaires tels que celui-ci. On en fait déjà beaucoup avec Hortense, on travaille énormément, mais je crois que là, on a avec vous, c'est une fenêtre de tir, j'allais dire, pour essayer de commencer à construire quelque chose. Parce que votre métier lui-même, il va évoluer. Hein, on le sait, le digital va sans doute transformer une partie de vos activités demain. Et vous avez là un ressort dans vos activités extrêmement important. Vous avez une relation d'intimité forte avec vos clients, on le sait. Donc collectivement, je pense qu'on a énormément de choses à construire ensemble pour déployer ce plan climat et déployer les solutions dont Hortense va vous parler dans quelques minutes. Non, il est vrai comme beaucoup de métiers aujourd'hui, on a un métier en pleine mutation.
la facture électronique, les robots comptables. Donc, on sait tous que dans quelques années, nous ne ferons plus de liasse fiscale. Alors, je ne sais pas comment vous ferez, vous, après la BPI, pour avoir une idée de la notation des entreprises, parce que vos logiciels, ils sont faits avec une petite moulinette de liasse fiscale. Mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, bref, plus de liasse fiscale, mais ce qui me semble évident, c'est qu'on fera certainement des bilans extra-financiers. Et même pour les petites entreprises, parce que l'écosystème de la petite entreprise, c'est souvent la grande entreprise. Et donc, il va y avoir un effet de contagion heureux de ces données extra-financières plus qu'intéressantes, indispensables en fait. Il est plus possible aujourd'hui de compter que le financier. Moi, j'étais ravie, je ne sais pas si vous avez suivi tous les deux la série Parlement, mais dans la saison 2 de la série Parlement, le rebondissement est pour une fois la comptabilité et la comptabilité extra-financière. Mythe comme si la comptabilité extra-financière était l'héroïne de la saison 2. Pour une fois qu'on parle de compta, et là, c'était une révélation. Moi, j'étais super contente. Donc, je vous le conseille, évidemment. On fait ou on a fait un webinaire sur le sujet d'ailleurs de la compta extra-financière de demain. Elle est à venir, cette... Ouais. Merci, désolée. On a créé un webinaire, la compta qui pousse à être durable, qui est accessible évidemment gratuitement sur notre plateforme BPI France Université. Là-dessus, vous pouvez retrouver plus de 20 heures de formation sur les sujets climatiques, si ça vous passionne, par secteur d'activité, par thématique climatique. Et on a notamment abordé le sujet de la comptabilité durable, voilà, qui est parfaitement dans l'air de cet événement. Alors, j'avais envie de demander à Jean-François Cotin, qu'on ne voit plus, nous, mais qui est en ligne, donc président du comité RSE, qui connaît parfaitement ces missions-là. Et Jean-François, est-ce que tu aurais envie de nous dire, donc toi, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement dans ton cabinet? Au quotidien, c'est quoi le plan climatique, le plan climat? C'est quoi le plan climat? C'est vrai que moi, en vous entendant, je suis complètement d'accord que c'est un sujet qui devient primordial. Au quotidien, dans nos cabinets, moi, ce que je constate, c'est que et vous l'avez dit, hein, c'est quand même le dirigeant et sa volonté d'impulsion qui compte pour pouvoir changer les choses, que ce soit en interne ou dans l'accompagnement auprès des clients. Donc, moi, dans mon cabinet, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord une prise de conscience, de dire ça doit devenir notre colonne vertébrale. Et donc, les réflexes qu'on a aujourd'hui au niveau des chiffres et des euros, il va falloir qu'on l'ait demain au niveau de tout ce qui est hors chiffre, tout ce qui est extra-financier. C'est ça. La chance qu'on a, c'est que les experts comptables, ça fait déjà longtemps qu'on compte autre chose que des euros. On compte des hommes, on compte des jours d'absence, on doit déclarer des fois des kilowattheures. Donc, on commence à se rendre compte qu'aujourd'hui, on compte des euros et que demain, on devra compter autre chose. Et ça a été la première chose qu'on a essayé de faire au sein du cabinet, c'est de sensibiliser au fait que c'est déjà de l'extra-financier et qu'il faut qu'on s'habitue et qu'on s'organise pour être capable d'en faire plus en interne. Et une fois qu'on a fait ça en interne, on a envie de le faire pour nos clients. Une fois qu'on s'est mis à compter, même chez nous, quelle est la dépense de kilowattheure qu'on fait à l'année, on se dit, tiens, je pourrais le faire pour mon entreprise. Et tiens, je pourrais le faire pour mon client. Et une fois qu'on a pris ces réflexes, on est capable d'aller proposer à nos clients des missions. Pour nos petits clients, ils sont intéressés parce que c'est une manière pour eux de suivre. Je disais kilowattheure, mais on a aussi d'autres sujets, notamment le fuel, qui changent de prix et donc ça les intéresse de savoir où sont les masses de dépenses les plus importantes. Et derrière, ça amène d'autres sujets qui sont autour de la RSE un peu plus au sens large. Donc voilà, pour résumer à ta question Virginie, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par sensibiliser l'interne et se former, parce qu'on ne peut pas parler des choses sans les connaître un petit peu. Et ensuite, on est allé voir progressivement, et c'est un chemin qu'on est en train de mener, nos clients pour les sensibiliser et faire des missions qui sont complètement hors du financier par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui.
Donc, dans les freins, hein, si j'ai bien compris, il y a la partie financière, comme tu l'as dit, Eric. Donc, Hortense, je pense que là, vous pourriez nous parler des aides de pays qui existent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce qu'il en existe pas mal, évidemment qu'on ne connaît pas forcément, pour aider les cabinets et nos clients et nos entreprises à financer cette magnifique transition sociétale, écologique. Là, on est dans le bilan carbone. C'est ça, clairement. Nous, on va parler vraiment d'environnement, de climat. Donc, quand on parle de climat, on parle vraiment de CO2. Et avant même de parler de financement, on va d'ailleurs parler d'accompagnement. En fait, pour reprendre un peu le premier slide qu'Eric avait présenté, c'est vrai qu'on a fait le constat que les dirigeants avaient du mal à passer le cap, c'est-à-dire à se lancer de manière très concrète dans des actions climatiques. Et du coup, avant de parler argent, on voulait les accompagner dans la structuration de leur stratégie moyen, court terme, voire long terme, en fonction aussi de leur ambition climatique. Et si vous le voulez bien, on peut passer au slide suivant et on va tout de suite commencer par le diagnostic écoflux. Alors, comme vous allez pouvoir le voir sur les slides, on n'a rien inventé, BPI France. Hein. Généralement, c'est l'ADEME qui était à l'origine de quelques idées, dont notamment le diagnostic écoflux qui s'appelait TPE et PME gagnantes à tous les coups, voilà, pour les plus connaisseurs d'entre vous, qu'on a rebrandé avec un nom un peu plus court et qui aussi exprime un peu mieux ce que ce diagnostic peut faire pour vous ou vos clients. Donc, on va s'intéresser notamment aux 4 flux principaux d'une entreprise, à savoir l'énergie, l'eau, les matières et les déchets. Et ce qu'on cherche à faire via ce diagnostic, c'est de prouver de manière mathématique économique qu'en fait la transition énergétique et écologique est synonyme d'économie de structure. C'est clairement l'objectif de ce diagnostic. Donc, comment ça va se traduire? Et en plus, on commence à avoir assez de recul sur ce diagnostic. On l'a commercialisé en septembre 2020, si je ne m'abuse. Donc, on commence à avoir accompagné plus de 1000 entreprises au niveau national, hein, évidemment. Et on sait qu'aujourd'hui, le diagnostic écoflux peut générer 200 € par an, par ETP, au sein d'une entreprise, une fois que les actions ont été mises en place. Donc, c'est-à-dire que l'objectif du diagnostic écoflux est quand même atteint. Ensuite, quand on parle de ce diagnostic écoflux, comment ça va se traduire de manière très concrète? On va chercher en fait à mettre un plan d'action au sein de l'entreprise. Et comme vous allez pouvoir le voir dans le détail de ce slide, si vous le lisez à tête reposée, on va notamment proposer des actions qui vont nécessiter très peu d'investissement pour l'entreprise, voire pas du tout. Un peu de sobriété, ça fait des miracles assez rapidement. Et il y a aussi un travail que l'expert va faire, c'est tout simplement mapper les subventions qui sont également éligibles et en lien avec l'investissement vert proposé. Encore une fois, on cherche à démontrer que l'écosystème en Île-de-France, en France, est quand même vertueux et a compris les enjeux des entrepreneurs. Donc des actions, on vous l'a dit, qui coûtent assez peu cher et surtout sur lesquelles vous allez avoir un retour sur investissement à très court terme, à savoir à 12 mois, voire moins. C'est aussi ça l'engagement du Diag Écoflux, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner sur les 12 prochains mois. On va passer du temps dans votre entreprise, on va observer comment vous travaillez, comment vos clients travaillent, on va vous faire des recommandations d'actions à mettre en place. Puis après, l'expert va se rendre une fois par trimestre dans l'entreprise sur les 12 prochains mois pour vérifier que tout se passe bien. Est-ce que les actions préconisées étaient les bonnes? Est-ce qu'il faut les revoir, les revisiter? Est-ce qu'au contraire, vous avez surperformé? Il faut vous faire peut-être d'autres propositions pour aller plus loin. Ça, c'est ce que va vous proposer concrètement le diagnostic écoflux. Et on va être sur des tarifs assez intéressants. Vous voyez que de 20 à 50 ETP, on peut arriver sur du 2000 €. La petite particularité en Île-de-France, c'est qu'on a l'autorisation de mettre des diagnostics écoflux sur des entreprises de moins de 20 ETP à partir du moment où elles sont rattachées au CCI. On n'a pas le droit de le faire si elles sont rattachées au CMA, tout simplement parce que l'équivalent existe chez eux. Voilà, donc vous pouvez même proposer à votre client de vous retourner vers la CMA locale pour qu'il puisse bénéficier du diagnostic écoflux qui portera sûrement le nom de TPE et PME gagnantes à tous les coups. Donc là, je suis une entreprise, je suis un cabinet d'expertise comptable, j'ai 5 salariés, je pourrais bénéficier de ce diagnostic pour 2000 €. Tout à fait, tout à fait. Rattaché à la CCI. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé écoflux classique, sinon vous aurez l'écoflux CMA, mais qui sont exactement les mêmes prestations, tout à fait. Bien évidemment, je peux proposer ce diagnostic à mes clients. Bien évidemment. Et qu'ils sont rattachés à la CCI. Bien évidemment, ou même à la CMA par ailleurs. Hein. N'hésitez pas aussi à faire passer le message que ces dispositifs existent et que être rattaché non ou pas à la CCI n'est pas une excuse pour ne pas se mettre en transition énergétique et écologique et qu'il faut y aller malgré tout. Super. La suite, c'est ça? On peut enchaîner si vous le souhaitez. Sur le Diag Décarbone Action. Alors là-dessus, ça va être un diagnostic un peu plus récent. On l'a lancé en septembre-octobre dernier.
mais il fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'en termes de tendance, pour vous donner un peu de chiffres, il est en train de dépasser la tendance du diagnostic écoflux. Donc, ce qui est assez positif pour nous, puisque le diagnostic décarbonation va quand même plus loin que le diagnostic écoflux. Si vous êtes face à une entreprise qui est assez peu connaisseuse des enjeux climatiques, qui a encore pas structuré de stratégie, qui n'a pas d'ETP dédié, parlez-lui plutôt du diagnostic écoflux pour démontrer l'intérêt commercial d'aller se lancer dans sa transition énergétique et écologique, à savoir que ça va lui coûter peu, voire pas d'argent, et qu'en plus, il va faire des économies à court terme. Au bout de 12 mois, il a rentabilisé son diagnostic écoflux. Là, le diag décarbonation, vous pouvez plutôt peut-être le proposer à des entreprises qui sont un peu plus avancées sur leur transition. Peut-être qu'ils ont déjà fait un diagnostic écoflux ou qu'ils ont déjà commencé à amorcer quelques bouts d'idées comme peut-être, je ne sais pas, trier ses gobelets ou supprimer les capsules Nespresso. Voilà, c'est des petites actions assez faciles qu'on peut mettre très facilement en place. Sur le diagnostic décarbonation, l'enjeu sera d'être maître de ces gaz à effet de serre pour l'entreprise. On veut sensibiliser l'entreprise sur les postes sur lesquels elle doit travailler pour aller limiter ses émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, c'est un bilan GES avec la méthodologie ACT de l'ADEME. C'est une méthodologie qui est reconnue et qui fait foi en France. Donc le bilan GES avec les 3 scopes que l'entreprise ou vous allez bénéficier sera clairement reconnu par l'ensemble des partenaires. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est aussi intéressant dans ce diagnostic, c'est qu'on va jouer la carte de la longueur. C'est-à-dire que si vous passez sur un autre cabinet d'expertise comptable, enfin d'expertise climatique, pardon, un peu plus classique, généralement, on va vous proposer 3 voire 5 jours de temps homme disponibles dans l'entreprise. L'expert va venir une semaine et après, vous êtes un peu lâché dans la nature. Là, c'est pas forcément la carte qu'on a voulu jouer. Encore une fois, on veut co-construire un plan stratégique avec l'entreprise. L'accompagnement de 12 jours hommes va se passer sur une période de 4 à 6 mois. On va faire ce travail de structuration de la donnée sur les 3 scopes de l'entreprise. Et une fois qu'on va faire ça, uniquement une fois qu'on a fait ça, on va proposer un plan stratégique d'impact des gaz à effet de serre pour l'entreprise et aussi en lien avec son activité, son ambition de développement. Typiquement, une entreprise qui veut partir à l'export peut clairement bénéficier d'un diag décarbonation pour verdir cette activité. Vous nous rappelez les grands principes portants du bilan carbone, là, les scopes 1, 2, 3 pour... Oui, si vous voulez, pour les plus novices d'entre nous, voilà. si vous voulez. Alors, le scope 1, ça va être tout simplement les émissions de gaz à effet de serre que vous émettez directement par la production même de votre activité. Le scope 2, ça va être on va dire plutôt les énergies, les émissions indirectes que vous allez produire suite à la génération de votre activité. Je prends un exemple concret. Vous avez besoin d'électricité pour allumer vos bureaux en tant qu'expert comptable. Ça va faire partie de votre scope 2. Votre fournisseur d'électricité, notamment, va en faire partie. Et puis, votre scope 3, ça va être les émissions indirectes, plutôt votre chaîne de valeur. Donc là, ça va être typiquement vos clients ou peut-être vos fournisseurs de café, de bouteilles d'eau, de micros. Voilà, les activités qui sont un peu moins liées à votre cœur de métier. Et si on fait un peu le parallèle aussi avec les structures d'entreprise, aujourd'hui, l'obligation réglementaire touche les ETI. Qui sont le scope 3 des ETI? Ce sont les PME et les TPE. Qui sont le scope 3 des PME? Ce sont les TPE. Il faut aussi bien avoir ça en tête. C'est pour ça qu'on parle vraiment de ricochet. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si la réglementation ne touche peut-être techniquement que les ETI, les PME et les TPE sont déjà impactés en fait aujourd'hui. On a un exemple d'ailleurs très concret. On a reçu un appel d'un grand opérateur télécom. Je ne citerai pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a très peu de temps, qui nous a dit BPI France, aidez-moi à verdir mes fournisseurs, mes clients, enfin l'ensemble des entreprises avec lesquelles je travaille, parce que mon scope 3 me l'impose. Donc, en fait, on voit bien l'impact direct de la chaîne de valeur dont vous parliez. Virginie, c'est le grand donneur d'ordre qui s'oblige à verdir les fournisseurs avec lesquels ils bossent sous peine de ne plus travailler avec eux demain. Donc, on voit l'impact immédiat de ce type d'action. C'était on était même très étonnés, nous, de la démarche. Hein. Ils appellent, c'est un grand opérateur comme ça qui appelle BPI France en disant on a vu que vous faisiez des choses, aidez-nous à faire le tour de nos fournisseurs.
Et peut-être pour vous donner aussi un autre exemple sur le DIAC décarbonation ou même sur le DIAC Ecoflux, si vous le souhaitez, sur des plus petites structures, on a accompagné une entreprise qui fait de l'ingénierie climatique, donc c'est-à-dire qu'ils installent des clims concrètement et de plomberie, 10 ETP maximum, puis ils ont décidé, alors déjà ils ont pris un DIAC Ecoflux parce qu'ils étaient très convaincus des enjeux climatiques, puis ils souhaitaient aller plus loin parce que le DIAC Ecoflux, ils en étaient assez satisfaits, du coup ils ont pris le DIAC décarbonation et ça leur a permis même de renouveler, réinventer leur business model, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas propriétaires des clims qu'ils installaient, ils allaient les acheter en Chine. En ce moment, crise du fret, crise des matières premières, ils n'arrivaient plus à avoir en fait tout simplement les climatiseurs dans les délais impartis, ils perdaient donc des contrats et en fait du coup ils se sont dit mais ça va pas être tenable à moyen long terme. En plus, les enjeux climatiques, vous le savez, il y a des réglementations sur tout ce qui est appareil électronique. Quand on en est propriétaire, il faut qu'on trouve une seconde vie à ces appareils. Il y a les enjeux également des liquides frigorifiques que produisent l'ensemble des frigos, des climatisations qui demain seront interdits ou qui devront être changés. Et du coup, c'est devenu un métier trop complexe pour lui. Et du coup, ils ont fait un petit Swift. Et du coup, maintenant, ils ne proposent plus d'installer directement les clims, ils proposent plutôt des contraintes de maintenance pour allonger la durée de vie des clims. Du coup, ça leur permet en fait tout simplement d'arriver avec le client, face à leur client, avec un nouveau discours commercial. On vous fait toute l'installation technique. La clim, on a un partenaire maintenant, Made in France, qui va vous produire les clims. Elles sont un peu plus chères, mais en même temps, nous, on a les compétences pour les faire tenir pas 3, 4, 5 ans, mais 10, 20 ans. En plus, en termes d'empreinte carbone, pour nous, on est vert puisque eux proposent des clims made in France, donc avec moins d'empreinte carbone. Et vous, en plus, vous améliorez votre scope 3, tout simplement en ayant recours à une solution beaucoup plus vertueuse. Et du coup, ça a été des relais de chiffre d'affaires et maintenant, ils sont retournés en croissance depuis le Covid. Je trouve que c'est des belles histoires à raconter. Ouais, très belle histoire. Je crois que Jean-François voulait nous parler du diable carbone action parce qu'en fait, nous, on a une question de nos experts comptables. J'en connais là certains dans la salle qui sont des spécialistes de la RSE. Donc, il y a des experts comptables qui ne font que ça, des diagnostics, peut-être pas bilan carbone, là, j'en sais rien, Oriane. En tous les cas, si nous, experts comptables, on a envie d'être experts et être partenaires de ces... Voilà, c'est la question et je crois que Jean-François voulait nous parler aussi de ce qu'il faisait chez les clients, en fait. On parle de ça. Est-ce que nous, on peut être partenaire BPI, nous, experts comptables, pour aller faire ces diagnostics chez nos clients? Alors, je ne sais pas si Jean-François ou c'est à moi de répondre, mais en tout cas, on peut répondre côté BPI France. Alors, évidemment, vous pouvez être prescripteur de notre diagnostic décarbonation ou Ecoflux. On va même en lancer un nouveau, le Perfimo, sur des audits énergétiques là cet été. Donc, vous voyez, c'est une dynamique qu'on va continuer et poursuivre. Je vous ai par ailleurs remis le nom de la personne à contacter, qui est Romane, si vous souhaitez être prescripteur. On fait des appels à manifestation d'intérêt, des AMI pour les intimes. Le premier volet, c'est clôturé il y a quelques semaines, mais on va ouvrir un deuxième AMI dès le deuxième semestre, puisqu'en fait, voilà, les clients sont très friands d'accompagnement sur cette structuration stratégique climatique à implémenter au sein de leur entreprise. Et aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'experts au niveau national, donc nous allons vite chercher à recruter en tout cas. C'est vrai que c'est très intéressant de voir à quel point les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on parle, vous partez d'une analyse stratégique et puis on arrive à des... Enfin, vous partez d'une analyse carbone et on arrive à des questions stratégiques. Et on voit aujourd'hui un certain nombre de cabinets qu'on croise au niveau du comité RSE qui se spécialisent complètement sur ces sujets-là. Et voire même certains qui, en fait, ressemblent plus vraiment à des cabinets d'expertise comptable, mais deviennent uniquement des cabinets qui font des bilans carbone à 100%. Alors, il peut y avoir la question et la discussion de la méthode qui est employée. La méthode ABC, c'est celle qui est le plus connue. Moi, personnellement, je pense que demain, les experts comptables seront des experts du bilan carbone, tout comme ils sont aujourd'hui des experts du bilan et du compte de résultat. Parce que comme vous venez de le dire, on voit bien que les deux sont totalement liés et que le coût carbone montant, on va être de plus en plus obligé de connaître exactement les zones de carbone. Donc c'est vrai que les deux démarches sont vraiment complètement complémentaires, à la fois d'aller voir un expert comptable qui va essayer de nous aiguiller, et ensuite, moi ce que j'entends dans la démarche pays et là où je trouve un intérêt complémentaire, c'est que vous avez une très bonne connaissance du financement de ce plan climat. Et vous l'avez dit au départ d'ailleurs,
toute cette question de subventionnement des investissements verts, ça, c'est des sujets qui sont vraiment un domaine d'expertise assez fort chez vous. Et donc, si j'ai bien compris, moi, ce serait ça ma question. Ça fait partie finalement de votre accompagnement, cette aide à la recherche de financement d'investissement qui suivent le diagnostic. Alors, si je comprends bien, c'est effectivement la recherche un peu que fait l'expert sur les subventions éligibles et fléchées. Oui, tout à fait, ça fait partie intégrante de notre écosystème. L'ADEME est par ailleurs, vous voyez, partenaire de l'ensemble des diagnostics, de notre Prévert également, et c'est notamment eux qui proposent énormément de poches de fonds. Nous, l'ADEME, le message qu'ils nous ont fait passer, si vous êtes face à une entreprise qui souhaite faire de la transition, contactez l'ADEME en fait. Absolument, contactez l'ADEME. J'ai eu un client, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière au téléphone, au Notel, qui est éclaireur, notre communauté Coq Vert, qui a touché 15 000 € de subvention. Et puis il pensait que c'était pour son système de climatisation, mais en fait pas du tout, c'était pour l'isolation de ses tuyaux. Donc même lui, il n'avait pas trop compris pourquoi il avait touché la subvention, mais il était super content d'avoir quand même touché 15 000 € de subvention. Donc voilà, ce que dit l'ADEME, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller frapper à leur porte, il faut y aller. Les régions, les villes, nous, on est complémentaires de tout ça, on échange avec eux sur des bases régulières, donc oui, on veut faire jouer l'écosystème. Donc, on a une vraie carte à jouer. Donc, nous experts comptables, pour rendre ce service-là à nos clients, avec la BPI, l'ADEME comme partenaire. Après, Jean-François, j'ai envie de dire, il n'y a qu'à Faucon, c'est ça. Alors, on construit une offre, on la propose au client et c'est fini. Tu veux nous dire un peu le comment Le comment c'est plus faire quand difficile. on veut se lancer, quand Ouais, on est expert comptable? oui. Ben, moi, je trouve déjà que pour tous ceux qui nous écoutent, le fait de faire un diag des Carbone Action ou Ecofluge, c'est déjà un très très bon démarrage parce que ça permet de lancer la première démarche. Ensuite, en parallèle de ça, il y a tout un aspect formation qui est quand même important. À la fois formation du personnel existant et puis identification du personnel futur, donc de ces équipes. Sur le personnel existant, clairement, si on veut pouvoir faire un bilan carbone quand on est expert comptable, mais il faut quand même déjà avoir la formation bilan carbone et être capable d'être agréé en méthode ABC pour pouvoir faire ça. Alors, il y a autre chose que la méthode ABC. Il existe un certain nombre d'outils pour faire des bilans carbone ou pour se pré-sensibiliser, je dirais, en amont d'un investissement qui est déjà pour des TPE assez important au travers de la PPI. On peut déjà faire des petites missions en tant qu'expert comptable où on va aller sensibiliser aux problématiques RSE, donc au-delà de l'environnement aussi le côté social et sociétal, mais si on reste que sur l'environnement, on peut faire un bilan carbone aujourd'hui à bas coût. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont dire non, c'est pas un bilan carbone, parce que c'est pas un bilan carbone labellisé méthode ABC, c'est vrai, mais c'est déjà un début de démarche où on va dire voilà ce que c'est que le carbone, voilà où ça se dépense. Et ça, je crois que le 22 juin, on fait une petite animation au niveau de l'ordre pour justement dire qu'est-ce qu'il existe comme outil, tout simplement pour une TPE qui a 300, 400 € à donner, entre guillemets, pour travailler à minima, ça existe déjà. Donc, moi, j'aurais tendance à dire les étapes, c'est un, formez-vous. Il y a beaucoup de formations, donc soit bilan carbone, soit même, il y a des podcasts qui existent qu'on diffuse. Et d'ailleurs, le podcast qui a été diffusé hier est sur comment faire son bilan carbone. Un podcast qui s'appelle Compta for Good. Donc, formez-vous et formez vos équipes. Ça, c'est le point prioritaire. Et deux, regardez les petits outils qui existent pour pouvoir soit conseiller vos petites entreprises qui ne vont pas forcément avoir besoin de quelque chose sur le temps long, mais déjà d'une sensibilisation sur un temps court. Et dès que vous identifiez des entreprises qui vont avoir, soit par intérêt stratégique, soit par aspiration personnelle, soit tout simplement parce que vous leur dites, mais attends, là, quand on voit la dépense carbone que tu as, il y a des choses à faire et il existe un certain nombre de solutions, et de passer par BPI qui va pouvoir accompagner sur une démarche plus longue et faire l'ensemble de la chaîne. Donc, moi, je trouve que Décarbone Action a l'avantage de prendre par la main sur le moyen terme, comme vous l'avez dit. Voilà les étapes que je donnerais pour un cabinet qui veut se lancer dans l'accompagnement ou dans sa propre sensibilisation.
Alors, si j'ai envie de faire un petit peu de publicité pour notre accélérateur à l'ordre, on a un accélérateur de start-up qui s'appelle Inest. On a accéléré l'année dernière une entreprise qui s'appelle Greenly et qui propose des bilans carbone à base du FEC. Donc, on rentre le fichier d'écriture comptable et il y a des critères de calcul pour y trouver des consommations en termes de CO2. Ça vaut ce que ça vaut, mais en termes de sensibilisation, c'est déjà pas mal de commencer par là. Alors, on peut commencer par prendre Greenly, le tester pour son propre cabinet, et puis après, et plus s'y a une idée, le premier, le deuxième diagnostic. Je pense qu'il faut commencer par quelque chose. Sinon, on va louper une marche, nous les experts comptables, et on va pas monter dans ce train qui pour le moment est peut-être à 10 à l'heure sur le quai où il c'est pas tout à fait à l'arrêt. C'est déjà un petit peu parti. On a le temps de monter dans le train. C'est pas un TGV à 180 qu'on va louper. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors on commence par le bilan carbone, mais évidemment, hein, il n'y a pas que ça dans la responsabilité sociétale des entreprises, bien évidemment, mais c'est un peu le thème ce soir. Donc, on a la chance d'avoir Jean-François Cotin dont c'est la spécialité, qui est président du comité RSE à l'ordre. Donc, il fait des podcasts qui s'appellent Compta for Good. Je ne sais pas, on est peut-être au 8e ou au 9e, donc je vous incite à les suivre. À chaque fois, c'est 28 minutes. Donc, comme ça, on se sensibilise au moins tous un minimum à ces problématiques-là. Enfin, évidemment qui nous concerne tous, parce que comme vous l'avez dit Eric, on est tous en tant qu'individus intimement persuadés qu'il se passe un truc et que c'est une problématique. On le sait, le changement climatique, enfin on le sait tous, et il est vrai que peut-être qu'à un moment donné on est peut-être un peu schizophrène, mais en tant que chef d'entreprise, là on compte peut-être moins, ou on compte que les euros et peut-être pas le CO2. Et évidemment, il va falloir qu'on se réunisse, le citoyen et le chef d'entreprise. Et je parle beaucoup pour moi, hein. Je vais pas du tout porter de jugement de valeur à ceux qui sont là dans la salle. Je vais avoir peur de me faire lyncher. Je peux peut-être juste appuyer ce qu'a dit Jean-François sur l'aspect formation, c'est effectivement fondamental, hein. On l'a vu pour nous d'ailleurs, hein. Avant de se revendiquer Banque du Climat, il a fallu qu'on se dise d'où on partait, qu'est-ce qu'on savait, en vérité pas grand-chose. Donc on s'est beaucoup formé, c'est pour ça aussi qu'on a créé les postes que incarne Hortense, et on continue à se former, parce qu'en vérité ce sont des sujets, vous tirez la ficelle, il y a tout le temps un nouveau sujet qui apparaît, et celui qui peut se dire sachant de tous les sujets de la transition écologique et énergétique, je ne l'ai pas encore rencontré. En tout cas, il n'est pas chez nous. Donc, mais ça nécessite quand même effectivement un effort. Donc, vous avez raison, cet effort-là, il faut commencer par, faut pas forcément commencer par une marche trop importante. Il faut quelquefois commencer par une sensibilisation, un mini-diag, un accélérateur un peu plus léger. Enfin, le tout, c'est de s'y mettre. Et le train, il avance à 10 à l'heure. Maintenant, ce dont on est persuadé, c'est que très vite, il va s'accélérer, mais très très vite, et sans doute plus vite qu'on ne le pense. Donc c'est le moment, quoi. C'est le moment. Merci Jean-François. Merci à vous. Eh bien oui, je crois qu'on a fini sur les diagnostics à ce niveau-là. On peut peut-être enchaîner sur la suite. Voilà, on va parler financement maintenant. Concrètement, hein, le continuum, on l'a construit ainsi. On accompagne déjà l'entreprise dans sa structuration, déjà qu'elle parte sur les bons chemins pour réduire son empreinte carbone, pour engendrer des économies, pour réinventer son business model, être plus résilient demain. Et après, on est prêt à la financer parce qu'on sait qu'on finance les bons programmes d'investissement vert. Là-dessus, on a voulu partir sur un produit très très souple en fait sur le prêt vert. Comme vous pouvez le voir, on peut aller chasser n'importe quelle typologie d'entreprise, TPE, PME, ETI. Bon, alors les GE sortent un peu naturellement de notre giron, mais c'est historique chez BPI France. C'est notre convention que nous signons avec l'État qui
encadre certaines choses. Sur des entreprises de plus de 3 ans, ça aussi, c'est le financement, cofinancement qu'on fait systématiquement avec des banques. À raison de 1 pour 1, la banque prête 1 euro, BPI France peut prêter 1 euro. Donc, le Prévert répond clairement à cette règle. En termes de conditions de financement, c'est pareil, on est sur quelque chose d'assez souple. On peut aller sur des petits tickets, ça commence à 10 000 euros, où on peut aller chercher des financements un peu plus importants, jusqu'à 5 millions d'euros. Donc là, vous voyez, quand on est en cofinancement avec une banque, ça fait du 20 000, voire 10 millions d'euros en termes de programme. Ça permet de faire pas mal de choses, ça permet pas de tout faire, pour être honnête avec vous, mais ça permet quand même de verdir pas mal de choses. C'est pareil, on est parti sur des durées assez longues. Quand d'autres banques sont bloquées à 7 ans, nous, on a joué la carte de la longueur. On souhaite proposer du 10 ans différé de 10 ans de remboursement, avec 2 ans de différé d'amortissement de capital. Pendant 2 ans, l'entreprise ne paye que les intérêts, puis après seulement le capital s'amortit. Ça, encore une fois, c'est aussi un gage de confiance de BPI France. On veut laisser l'entreprise engager les fonds pour qu'elle puisse aussi apprécier les retours, les TRI, les retours, les ROI, les retours sur investissement, et après seulement elle passera en phase de remboursement. En termes de taux d'intérêt aussi, le dispositif est assez sympathique, surtout notamment en période de remontée de taux, où on sait que c'est un peu des sujets sensibles pour certaines entreprises. On bénéficie d'une enveloppe bonifiée par l'ADEME, qui nous permet du coup de jouir de taux d'intérêt assez bas à la vue du contexte actuel. Donc ça, c'est un peu le cadre, on va dire, financier. Je prends plutôt ma casquette de banquière pour vous le présenter. Maintenant, je vais peut-être plutôt prendre ma casquette un peu plus verte et savoir qu'est-ce qu'on peut financer via ce dispositif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut financer à peu près tout à partir du moment où ça permet de limiter l'empreinte carbone de l'entreprise. Pour vous donner des exemples peut-être un peu plus concrets, on a financé le renouvellement de parcs automobiles avec des véhicules moins émissibles. On a financé le changement d'une machine qui va être moins énergivore, par exemple. On peut aller financer tout ce qui est programme de rénovation thermique. Ça va commencer par changer LED, le système de climatisation tout à l'heure, l'isolation des fenêtres, le ravalement de façade, ce genre de choses. Ça peut être également le financement du renouvellement d'un parc informatique, en passant par du reconditionné, ou d'un parc téléphonique aussi, en passant par du reconditionné. Ça peut être le benchmark pour changer toute la politique d'achat responsable d'une entreprise. Par exemple, sur les enjeux de communication, d'événementiel, c'est des gros pans émissibles de carbone. Voilà, généralement, pour ne rien vous cacher, c'est les dirigeants, les chefs d'entreprise qui nous challengent là-dessus. Ils sont toujours très, très riches en diverses idées, comme les dirigeables qui vont traverser sûrement toute l'Europe demain pour livrer des nouvelles marchandises. Ça, c'est des projets auxquels on est confronté très, très régulièrement. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que à partir du moment où ça permet de limiter l'empreinte carbone de l'entreprise, on pourra a priori l'accompagner en Prévert. Juste pour compléter ce que dit Hortense, bon, c'est un produit magique. 10 ans, 2 ans de différent capital, pas de garantie pour financer finalement tous les besoins immatériels liés à la transition, à un taux bonifié. En fait, le produit fait un carton. On a commercialisé 1 milliard l'année dernière. Tout ça. Alors, comment on fait pour avoir des produits aussi magiques? C'est que derrière, on a des dotations publiques qui nous sont allouées par l'État pour nous permettre de construire ce type de produit. Et ça a été tellement magique qu'on a épuisé l'enveloppe très vite. Donc, et l'État a accepté. Et là, on est en train de sanctuariser le produit dans notre gamme. Il nous a reversé une enveloppe de 1,5 milliard pour la suite. Donc, il nous reste de l'argent. Voilà. Faites-en profiter vos clients ou vous-même d'ailleurs si vous êtes dans ce type de démarche. Ça peut être aussi des frais de formation, en compétences des équipes, des recrutements, tout ça rentre dans le cadre des dépenses éligibles pour le Prévert. Pour en bénéficier, vous voyez qu'il faut parfois avoir bénéficié d'un diagnostic écoflux ou des carbonactions ou d'une aide ADEME. Ne vous prenez pas la tête avec tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que le programme soit vert, que vous souhaitez financer. Peu importe si l'entreprise a bénéficié d'un diagnostic, d'une aide ADEME ou pas, à partir du moment où le programme d'investissement qu'on nous soumet est vert, on pourra passer par ce dispositif. Et si ce n'est pas le Prévert, j'ai envie de vous dire, ce sera un autre dispositif. On en a à foison dans notre sac à dos. Le suivant? Allez, le suivant. Et voilà, ça c'est on va dire, le dernier dispositif que nous avons également créé avec l'ADEME et le ministère. Donc on a vu, on aide le dirigeant à se structurer sur sa stratégie climatique. Après, on lui prête de l'argent pour qu'il puisse financer tout ça. Sauf que le dirigeant va nous dire, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Et bien justement, on a fait le VTE vert
Comme ça, plus d'excuses. Le VTER, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement rerouter les jeunes étudiants ou les jeunes diplômés vers la TPE, la PME, voire l'ETI, voilà, les sortir un peu des girons des grandes entreprises. Donc c'est une subvention de 12 000 € qui a été revue à la hausse l'année dernière, depuis cette année. Pardon, l'année dernière, c'était 8 000 € de subvention. Cette année, c'est 12 000 € de subvention. Peut-être que l'année prochaine, ce sera plus. On l'espère en tout cas. Et concrètement, hein, c'est que vous allez pouvoir créer une fiche de poste pour aller recruter ce jeune, dont les missions devront tout simplement mettre en place des actions en faveur du climat. Donc, ça va être peut-être justement faire ce fameux benchmark des fournisseurs un peu plus verts, changer son contrat d'énergie. Ça peut passer sur des choses vraiment très terre à terre comme ça. Ça va être tout simplement organiser la montée en compétences des équipes, mettre en place et suivre peut-être les KPI du bilan GES défini dans le DIAC Décarbone Action, suivre des métriques un peu plus carbone, mais aussi des métriques économiques. Voilà, il faut vraiment que les missions soient liées, on va dire, à l'enjeu de transition énergétique et écologique de l'entreprise. Si vous souhaitez bénéficier de l'aide, comme mission, ne mettez pas à aller planter des arbres, par exemple. Ça fonctionnera un peu moins bien pour aller toucher les 12 000 € de subvention. Voilà, on veut des actions qui permettent de limiter concrètement l'empreinte carbone des entreprises. Oui. Ok, alors Voilà. complètement, voilà, Ce que vous j'allais dire. pouvez clairement en bénéficier. Demain, j'ai envie de lancer cette activité dans mon cabinet. Je peux prendre peut-être un jeune qui est en master développement durable d'une école en alternance. Tout à fait. Pour développer ces offres-là, je le fais phosphorer tout ça et j'ai droit à la subvention de 12 000 €. Exactement, qui est cumulable par ailleurs avec d'autres poches de fonds de subventions régionales un peu plus locales. Donc il faudra, je crois qu'on peut monter jusqu'à un plafond de 17-18 000 € en fonction des régions. Donc c'est quand même pas négligeable pour un ETP qui coûte du coup presque rien. Et effectivement, hein, on peut avoir l'exemple d'un cabinet d'expertise comptable qui a recruté un VTE vert pour en fait déployer cette nouvelle activité. Vous l'avez mis en place déjà? Non, vous l'avez fait? Alors, Ouais. oui, ils ont eu recours au VTE vert pour mettre en place le diagnostic écoflux. Donc maintenant, ils sont prescripteurs de notre diagnostic écoflux. Et c'est notamment la jeune qui s'appelait de mémoire Amélie, qui notamment a structuré toute l'offre pour ce cabinet d'expertise comptable. Elle est ravie d'avoir fait le stage, elle a été embauchée en CDI depuis, justement pour délivrer les diagnostics écoflux à destination des clients de l'expertise comptable. Donc, je ne sais pas si Jean-François est encore avec nous. Non, il est parti. Parce que je ne sais pas s'il en a bénéficié. Jean-François, là, ta VTE vert, c'est pas mal, non? Je ne suis pas parti. Non, je n'en ai pas bénéficié, malheureusement, parce que je n'avais pas connaissance de ce dispositif et j'en ai eu connaissance quand on a préparé cette intervention. Mais par contre, nous, c'est vrai qu'on a fait initialement la même démarche au travers de l'apprentissage. Et donc, grâce à deux apprentis, l'une puis l'autre, d'abord une stagiaire, pardon, puis une apprentie, on a pu construire progressivement nos offres vertes. Après, nous, on a une équipe de 7 personnes qui travaillent déjà depuis plusieurs années que sur la partie carbone. Donc, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu en avance, mais sur toute la partie expertise comptable, en fait, on voit très bien aujourd'hui qu'il y a un vrai besoin. Et en fait, c'est pas des experts carbone, c'est vraiment des gens qui vont aider à construire l'offre et la sensibilisation. Je prends un exemple tout bête, mais qui est en ce moment critique, hein, c'est faire un bilan carbone, mais notamment pour compter les dépenses de fuel, les kilomètres, et sensibiliser à cette partie kilométrique pure au sein d'une entreprise. En fait, c'est pas si simple, parce que il y a tous les flux des salariés de nos clients qui vont au travail le matin, il y a tous les flux de déplacement, il y a l'analyse du parc automobile. Toutes ces analyses-là, elles sont nécessaires et elles sont vraiment à la croisée du comptable, mais aussi du spécialiste du carbone qui va être capable de dire oui, mais attends, il y a une hybride, il y a une électrique, donc on ne compte pas pareil, etc. Et donc, il y a aujourd'hui des jeunes qui ont cette compétence, qui ont envie de la donner et de s'investir là-dedans, et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être recrutés dans des entreprises où ils seront utiles. Et je pense que ça, c'est une vraie solution pour les cabinets qui sont quand même en recherche forte de profil et en même temps avec une aspiration pour changer. Donc, moi, je suis convaincu du VTER. Alors, si jamais, Jean-François, l'offre est rétroactive à 6 mois, si vous avez embauché votre jeune récemment, vous pouvez peut-être encore en bénéficier, n'hésitez pas.
C'est vrai que vous l'avez dit, Eric, hein, vous avez parlé de l'incitation, en fait, de tout cette green, cet environnement green, et de l'incitation à avoir les meilleurs profils, en fait. Et cette aspiration et la possibilité de se retrouver avec des jeunes qui ont la tête bien faite. Évidemment que ça nous intéresse fortement au cabinet d'expertise comptable parce qu'on a un déficit d'attractivité depuis des années et des années. Il semblerait que notre métier ne soit pas très sexy. On a une vraie opportunité aujourd'hui pour surfer sur cette fameuse vague verte qui nous permet de donner du sens, parce qu'on le sait, les milléniums veulent du sens, mais au-delà de cette attractivité qu'on pourrait imaginer superficielle, vu comment je la présente, c'est une vraie raison d'être et une vraie démarche. Donc ça, c'est extraordinaire de pouvoir proposer aujourd'hui ce genre de démarche à des jeunes qui pourraient peut-être enfin vouloir venir bosser dans nos cabinets. Absolument. Enfin, expertise comptable, c'est pas sexy. Le monde bancaire est pas sexy non plus. Hein. Donc, vous voyez, on partage quelque chose en commun. Et, par contre, BPI France l'est. Et en fait, quand on voit qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui souhaitent quitter les enseignes classiques que l'on connaît tous et qui viennent taper à notre porte et qu'on leur dit mais pourquoi vous voulez venir chez nous? C'est pas pour des questions de salaire, hein, on paye pas mieux que les autres. Hein. C'est surtout parce qu'ils disent bah nous on veut une boîte à mission, quoi. On veut savoir à quoi on sert le matin et on ne veut pas juste servir un compte de résultat d'une banque. On veut avoir un impact sur notre environnement, sur notre économie, sur les clients qu'on sert, côté innovation, côté green, voilà. Ils veulent du sens. C'est exactement ce que vous dites. Et du coup, on attire les meilleurs parce que là, on a le choix après. On a le choix et puis bon, c'est quand même plus sympa d'être sexy que de ne pas l'être. Et vous avez un métier qui en plus est en pleine mutation, en pleine transformation. Donc là, vous avez une carte à jouer là aussi. Soit on le vit comme un gros problème, soit on le vit comme une opportunité formidable. Et Jean-François est un bon exemple de la façon dont on peut vivre l'opportunité du moment. Quoi. Non, mais c'est une opportunité formidable. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Alors, j'y suis pas encore allée dans mon cabinet parce que, comme beaucoup ici, on a 2-3 problèmes d'effectifs. Hein, donc, évidemment, il faut qu'on prenne le temps, il faut qu'on prenne le recul, il faut. Mais moi, ça me taraude bien de m'y mettre. Et maintenant que j'ai eu cette sensibilisation avec le diagnostic et la possibilité de recruter, pourquoi pas, avec plaisir. C'est un vrai sujet, le recrutement dans les enjeux climatiques. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été produite il n'y a pas très longtemps par JobTeaser ou Glassdoor. Aujourd'hui, le sens d'une mission rentre dans le top 3 des critères prioritaires pour qu'un jeune postule à l'entreprise. La rémunération est tombée au niveau 11. C'est-à-dire que c'est même pas dans le top 10 des priorités des jeunes pour être recrutés dans une entreprise. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé sur les 15 dernières années. Donc ça, c'est dingue. Ça, et dernière info aussi, c'est le président de Total Energy, hein, une entreprise que nous connaissons tous très très bien, qui est une entreprise déjà bien installée avec des plans de retraite prévus. Les gens partent, mais plus personne par contre rentre. Et ils disent que d'ici 4-5 ans, ils vont avoir des énormes problèmes structurels d'effectifs puisqu'ils n'arrivent pas à recruter les talents de demain dont ils vont avoir besoin. Donc ça va mettre en péril l'avenir de l'entreprise en tout cas. Que c'est des messages assez forts aussi à faire passer. Je ne sais pas si nous avons des questions dans la salle ou en ligne, ou Jean-François, si tu voulais nous partager autre chose. Non, pas de questions Non, dans la salle. pas de question. Moi, si je peux partager une chose aux experts comptables qui nous écoutent, c'est que là, ils ont des outils devant eux qui sont des outils de financement et un accompagnant puissant qu'est la BPI. Il faut en tenir compte. Et sur la partie interne, bien avant ça, la prise de conscience au travers d'écoute de podcasts, ce qui est quand même une première étape assez simple. Hein. Cliquez sur Deezer ou autre et puis vous écoutez. C'est quand même une bonne première démarche. Et vous verrez que, mine de rien, ça solutionne un peu tous les problèmes. Alors, je vais faire une comparaison qui peut paraître étonnante, mais c'est un peu comme la religion. Pour ceux qui y croient, bien sûr. Mais on
on a l'impression qu'on est occupé par beaucoup de choses. Et parfois, prendre un peu de temps pour penser à autre chose fait que tous les problèmes se résolvent. Et la compta carbone, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, vous allez motiver vos équipes, vous allez prendre conscience d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément rationnelles. Par exemple, est-il rationnel de faire 400 km pour aller voir un client, de prendre sa voiture le matin et du coup d'utiliser l'intégralité de sa journée, de faire une dépense carbone complémentaire, d'emmener 3 salariés pas forcément, ou en tout cas, il faut se poser la question. Et à partir de ça, vous allez retrouver du temps pour faire autre chose et peut-être aller sur des choses qui sont plus essentielles et qui seront aussi plus essentielles pour vos équipes, ce qui fait que vos équipes vont peut-être rester et vous allez augmenter un peu votre implication ou l'implication de vos équipes, et puis vous allez peut-être en recruter d'autres. Donc, moi, j'invite vraiment à consacrer du temps à ça. C'est ce que le comité RSE essaie de faire au quotidien. Et on voit bien que tous les cabinets qui se lancent dans cette démarche, ils trouvent un intérêt et un succès. Donc là, vous avez, grâce à BPI, un outil de plus, donc il ne faut surtout pas hésiter. Merci Jean-François. Hortense, on a une question. Alors, je vais poser la question pour ceux qui sont en ligne. Donc, Madame demande si ces dispositifs sont pour tout secteur d'activité, y compris agricole. Alors, merci beaucoup pour votre question, qui en est en plus une très bonne. Tout ce qui va être diagnostic d'accompagnement devrait fonctionner pour sensiblement 100% des secteurs d'activité. Par contre, sur la partie financement, sur la partie agricole, on va avoir une petite particularité qui est propre à BPI France. Il y a effectivement quelques codes NAF sur lesquels nous ne pouvons pas intervenir, comme par exemple la promotion immobilière. Ça, on va avoir un peu du mal à intervenir. Et notamment les exploitations agricoles qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires. Ça aussi, on ne va pas pouvoir intervenir. Après, au-delà de ça, via le Prévert, on peut quand même financer des projets de méthanisation, par exemple, avec des coopératives agricoles. Ça, c'est des choses qu'on sait faire, par exemple, ou qu'on essaye de mettre en place plutôt. Parce qu'on intègre la capacité de pollution et d'intervention négative sur le climat de tous les clients. Nous, tous nos clients sont clients des établissements financiers. Donc, on va forcément être obligé à un moment ou à un autre de restituer cette information. Alors, Hortense, vous résumez? Oui. Oui, je pense que vous faites notamment référence à l'obligation des établissements bancaires aussi de démontrer leur part verte dans notre activité. Donc, je pense le BNP et CIC, je crois, c'est le financement dont Total a bénéficié de quelques milliards, il me semble, il y a une dizaine de jours ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, qui a fait beaucoup parler parce que comment ces banques-là peuvent démontrer une part verte quand ils financent encore des énergies fossiles. Ça, c'est sûr que c'est un parti pris à faire par banque. Nous, chez BPI France, ça fait
déjà quelques temps qu'on s'est détaché des énergies fossiles. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on accompagne encore les transporteurs qui parfois ont encore des véhicules thermiques dans leur flotte. Par contre, on les alerte. Attention, les zones à faible émission en Île-de-France, Paris, c'est 2023-2024. Si tu n'as pas fait ta transition, demain, nous ne pourrons potentiellement plus te financer également. On préfère aussi avoir cet accompagnement dans la durée. Mais vous avez raison. Et en fait, c'est ce que sont en train de faire tous les établissements bancaires. Et en fait, on repart plutôt de la taxonomie européenne, sur les activités qu'on considère comme vertes ou brunes. Mais c'est effectivement des choses qui sont déjà en train d'être implémentées et qui font bien partie des réflexions des différents partenaires. Oui, juste pour compléter 2 secondes, c'est exactement ce que je disais en introduction en fait. Hein, les banquiers et aujourd'hui, toutes les banques cherchent à qualifier, à quantifier ces risques-là. Et on travaille. Elles nous ont même d'ailleurs demandé, pour tout vous dire, d'être un peu chef de file de ce sujet-là, en tant que tiers de confiance, en tant que banque de place, avec la Banque de France qui elle-même fait son job de son côté, mais avec une lecture un peu différente. On va travailler de concert pour essayer d'apporter une solution commune. Parce que ce que l'on ne souhaite pas, en fait, le piège qu'on veut éviter, c'est celui qu'on a fait dans lequel on est tombé il y a quelques années sur toute la partie KYC, vous savez, le lutte anti-blanchiment, où où chaque établissement bancaire demande des pièces diverses et variées pour faire la compliance de son client ou de son groupe de clients. Et chaque banque demande ses pièces. Et en fait, le client, au final, s'il a 3 banques, il distribue 3 fois les mêmes choses. Donc, on veut éviter ça. C'est pour ça qu'on veut travailler de concert pour essayer d'avoir une approche la plus homogène possible. Après, chaque établissement sera maître de ce qu'il fait de cette notation ou de ce qu'il fait de ce risque-là. Il aura le droit d'aller dans des zones de risque qu'un autre ne veut pas aller. D'ailleurs, ce sera plutôt recommandé. Mais en tout cas, on veut avoir une approche homogène. Alors, une fois qu'on a dit ça, tout le job, il reste à faire. Hein, et ce qu'a dit Hortense est important. En tout cas, nous, la position de BPI-France aujourd'hui, ça n'est pas de se retirer de certains secteurs d'activité. Le transport, on est un grand financeur du transport routier. On souhaite le rester. On a plutôt pris le parti pris d'être pédagogue et d'accompagner nos clients en disant aujourd'hui, on te finance. Demain, on t'en financera peut-être qu'un petit bout de ton parc et après-demain, peut-être plus du tout. Donc, comment on fait ensemble pour t'accompagner vers ce monde où nous, comme les autres, on ne t'accompagnera plus. Donc, voilà, c'est la démarche de pédagogie, l'effet d'entraînement. Des fois, il faut aussi un peu bousculer les choses. Hein. Il faut aussi dire des fois la vérité, crue, qui peut faire un peu peur, mais qui en tout cas a le mérite de bousculer les esprits pour dire, allez, on se prépare maintenant. Allez, prenons-nous par la main et soyons constructifs tous ensemble. Ouais, c'est la démarche qu'on a choisi d'avoir. Merci pour ces questions. J'ai 2 questions sur GoToWebinar. Alors, est-ce que l'État prévoit des dispositifs fiscaux avantageux pour les entreprises qui engagent leur transition? Avez-vous des informations à ce sujet? Alors, moi, de mon côté, je n'ai pas à avoir d'informations sur des leviers fiscaux permettant d'intensifier un peu tout ça. Je ne suis pas dans les bons petits papiers, je crois. Moi non plus, je suis au courant de rien. Il y en avait un peu. Voilà. Il y en a pour les particuliers, pour l'histoire de chaudière, etc. Mais pour les entreprises, c'est vrai qu'on est peut-être un peu mal loti pour les entreprises. Voilà, si vous avez envie de... Oui, mais pas de crédit d'impôt, en fait, ou pas de... Ouais, par exemple, d'amortissement accéléré sur certains investissements. Enfin, on a connu ça déjà et pourquoi pas. Je crois que je vois le commissaire du gouvernement qui est notre représentant de l'administration fiscale. Donc, puisque c'est notre ministère de tutelle jeudi, je vais lui en toucher 2 mots. C'est une bonne idée. Merci pour la question. Alors, après, ensuite, une autre question concernant le VTE. Est-ce que le VTE vert en cabinet peut fonctionner si le collaborateur intervient sur la transition du cabinet et sur la transition des clients? Ah oui, tout à fait. Hein. À partir du moment où la mission touche vraiment au cœur d'activité de votre entreprise, donc pour moi, ça touche clairement à l'activité cœur de votre entreprise, et que c'est des missions en lien avec le verdissement de votre entreprise ou d'autres entreprises, il n'y a aucun souci, je pense que vous pouvez foncer.
En tout cas, n'hésitez pas à aller vous connecter sur la plateforme VTE Vert. Il y a un petit numéro et une adresse mail qui est disponible. Ils sont super réactifs. En 24 heures, vous avez une réponse. Ils peuvent vous rassurer sur le fait que vous allez bien toucher les subventions, si jamais ça peut déclencher un recrutement de votre côté. Les stagiaires, j'ai vu apprentis, CDI, Ouais. stagiaires aussi? Ouais, alors non, alors pas stagiaire, ça va être alternance CDI, CDD, c'est ça. Sur les formats d'alternance, des fois avec les cours, on est plutôt sur des durées de 10 mois que 12 mois. Ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Ok. Je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Oui, on va les transmettre. D'accord. Financez-vous les coûts de mise en place des décrets tertiaires? Alors, le décret tertiaire, normalement, ça va être un peu tout ce qui est en lien justement avec les enjeux de rénovation thermique et de promotion de nouvelles constructions terrain. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est sujet de promotion. Pardon? Voilà, promotion immobilière, on va avoir un peu du mal à vous accompagner sur cette partie-là. Par contre, sur tout ce qui est rénovation thermique, alors là, vous êtes les bienvenus. Évidemment, on vous aidera à atteindre les enjeux du décret tertiaire. Et pourquoi pas la promotion immobilière? Ça, c'est d'aventure, c'est les conventions que nous avons. Mais vous pouvez financer la construction. Oui, c'est la. Ouais. Oui, on peut financer la construction, mais pas la promotion, qui est une activité très particulière que les banques traditionnellement couvrent parfaitement bien depuis toujours. Donc, il n'y avait pas de faille de marché particulière. Et pour tout vous dire, on n'a pas de savoir-faire dans le domaine, en fait. Donc, c'est comme le monde agricole. Au début, ce qui nous a imposé de ne pas y aller, ou assez peu, c'était plutôt des contraintes réglementaires qui consistaient à dire BPI étant un organe public, et comme le monde agricole bénéficie d'être public d'un côté, on ne va pas en plus lui apporter le soutien, si je dis les choses de manière assez simple, on ne va pas y apporter le soutien de la BPI. Ça, c'est des règles du jeu qui ont un peu évolué. La vérité, c'est qu'on n'y connaît pas grand-chose, moi, dans le monde agricole. Lire un bilan d'une exploitation agricole, on est un peu perdu, c'est pas notre monde. Crédit Agricole, ils sont très très bons là-dedans. Nous, on n'est pas bons, donc on connaît aussi nos limites. Et chacun, autant qu'on est, on sait qu'on a des métiers de sachant aussi. Donc on sait dire là où on est bon et là où on n'est pas bon, quoi. Mais en tout cas, aucun souci, hein, même si vous... l'ADEME a des produits en lien avec le Crédit Agricole ou... Alors, des partenariats avec d'autres réseaux bancaires, je ne sais pas. En tout cas, oui, ils ont des aides plutôt destinées au monde agricole. Oui, tout à fait. Il y a plein de green tech aussi qui innovent sur le monde agricole pour verdir cette activité. Voilà, Crédit Agricole est très présent sur la construction d'unités de méthanisation, par exemple. Voilà, on va dire qu'on va plutôt avoir des rôles un peu complémentaires, avec eux plutôt une casquette d'expertise. Mais en tout cas, pour revenir au sujet de la construction, même si vous êtes face à une entreprise plutôt du BTP ou de la construction, ça aussi, on sait les financer, hein. On a même fait une variante du diagnostic Ecoflux à destination justement du secteur du BTP pour l'appliquer au chantier, au site de chantier, pour que tout simplement le client puisse optimiser la gestion de ses flux sur un chantier, ce qui peut être générateur de très très grandes économies de structure. Et puis une fois qu'on a pris les bonnes pratiques sur un chantier, on peut assez rapidement et facilement les dupliquer sur d'autres. Donc les sociétés d'événementiel qui ont parfois des pratiques pas vraiment vertes, hein, c'est-à-dire et avec des lieux qui imposent en fait de ne pas recycler tous les décors liés à une foire ou à un salon. Là, on rentre pile dans les cases en fait. Là, on a un client dans l'événementiel qui organise des salons et il peut être aidé. Ah, c'est sûr, et puis c'est même vivement recommandé, puisque encore une fois, hein, toutes les entreprises sont aussi un peu en train de changer la charte des prestataires par lesquels ils passaient habituellement. Même nous, chez BPI France, on l'a fait. On a signé une charte verte, on a revu un peu nos fournisseurs, et ça, beaucoup d'entreprises sont en train de le faire. On comprend qu'avec aussi le Covid, on a fait un peu moins d'événementiel. On comprend qu'on peut aussi survivre avec un peu moins d'événementiel, que c'est pas forcément viable non plus pour la planète. Du coup, attention, effectivement, les entreprises maintenant recherchent peut-être plutôt des traiteurs qui vont passer avec un circuit court, par exemple. Effectivement, solution d'upcycling une fois l'événement terminé. Et ça, il faut absolument aller toquer à la porte peut-être de la communauté du coq vert de BPI France. Là, il y a plein de green tech, par exemple, qui savent très bien récupérer ces matériaux, les valoriser, peut-être
vous pouvez les offrir à vos salariés en petits goodies de fin d'année, ou alors eux se les approprient. Vous pouvez faire des ateliers de team building. Il y a vraiment plein de choses à faire côté événementiel. Optimiser les transports de vos participants aussi, des intervenants. Montgolfière, c'est ça. J'ai compris que c'était. Ah non, pardon. On a encore des questions? Il n'y a plus de questions? Je ne sais pas si vous en avez dans la. Oui, alors on va plutôt effectivement parler de communauté que de label. Donc c'est le petit pins que nous avons avec Eric pour ceux qui arrivent à, voilà, à le On voir. parle du coq vert, hein, parce que Voilà. comme on n'a pas répété la Oui, question. pardon. On peut vous parler très rapidement de la communauté du coq vert. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais BPI France a une petite basse-cour. Nous avons plusieurs coqs dedans. Nous avons la French Tech avec un coq rouge, la French Fab avec le coq bleu. Nous avons la French Touch avec le coq un peu orange pour les industries culturelles et créatives. Et le dernier arrivant est donc le coq vert qui est arrivé dans notre basse-cour l'année dernière. Donc, on cherche tout simplement à fédérer les entreprises qui se sont lancées de manière concrète dans la transition énergétique et écologique. Donc, on parle plus d'une communauté que de label, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas audité chaque année. On a quand même un droit de regard sur que fait l'entreprise de manière concrète en faveur du climat. Si elle a déjà mis en place quelques actions, elle est clairement la bienvenue pour rejoindre cette communauté. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 membres au niveau national. En Île-de-France, on en a à peu près 180. C'est un nombre qui grandit tous les jours, pour rien vous cacher. Donc, ça grandit très vite. On va plutôt avoir 80% d'entreprises en transition versus 20% de green tech. C'est un peu un ratio qu'on cherche à maintenir puisqu'on ne veut pas que ça devienne une marketplace où les entreprises font la promotion de leur entreprise. On veut plutôt chercher le partage de pairs, d'expériences entre pairs. Nous avons typiquement des experts comptables au sein de cette communauté du coq vert qui pourraient aussi vous partager vos bonnes pratiques pour vous mettre en transition. Ou alors, on a des entreprises dans l'événementiel ou dans la construction avec lesquelles vous allez pouvoir échanger. On peut vous mettre en lien très facilement avec elles. On va aussi vous inviter à des nombreux événements pour parler transition autour de secteurs d'activité, comme par exemple autour du transport, de l'international, de l'immobilier, par exemple. Vous avez même un jour qui vous est dédié, qui sera le jour E comme environnement, qui est déjà passé en avril 2022, qui sera dupliqué l'année prochaine. Et puis, on vous propose aussi des parcours de formation dédiés en fonction des thématiques climatiques qui peuvent plus ou moins vous intéresser. Souvent en webinaire, parfois en physique. C'est l'avantage d'être en Île-de-France. Si c'est en physique, c'est chez nous. Donc, n'hésitez pas à passer à l'occasion. Là, pour faire partie de cette communauté, comment on fait? C'est super simple. Il suffit d'aller sur Mon BPI France en ligne. Là, vous remplissez les 3 infos qui vous seront demandées, à savoir votre code NAF, un contact, voilà, quelque chose de très bateau. Et puis, on vous demandera simplement d'uploader une pièce qui justifie votre transition énergétique et écologique. Donc, c'est un petit Word à ouvrir. Vous écrivez, vous nous synthétisez les quelques actions que vous avez commencé déjà à mener. Et puis, ça suffit. Non, absolument pas. Nous acceptons toute typologie d'entreprise qui souhaite nous rejoindre, clients ou non BPI France. En tout cas, ça peut être aussi une belle occasion de rencontrer l'écosystème BPI France. On croise aussi pas mal nos communautés, nos écosystèmes, donc c'est une belle manière de faire partie de l'aventure en tout cas. Je ne sais pas si vous avez des questions encore, non? C'est peut-être le temps de la conclusion. Donc moi, je vais déjà vous remercier, vraiment, messieurs, mesdames de la BPI. J'ai trouvé que ce webinaire était très intéressant. Expérience à renouveler. Je pense qu'il faut sensibiliser les experts comptables et on sensibilisera nos clients. Il y a un vrai enjeu, évidemment, un enjeu planétaire et un enjeu de bien-être personnel, hein, on le sait tous. Voilà, ça y est, c'est bon. Là, on monte dans le train. On monte dans le train, On y va, tous ensemble. Eric, hein. Faut y aller ensemble. Hein. Absolument. Bon, merci en tout cas Virginie pour votre invitation. Merci à vous toutes et tous. On a bien apprécié aussi ce moment de partage, c'est super. Et en tout cas, moi je conclurai en disant juste qu'on a répété ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a un formidable moment à vivre ensemble, une formidable opportunité qu'on peut saisir. Je disais tout à l'heure que les crises ont souvent rapproché BPI France ou Oseo avant ou BDPME encore avant et le monde des experts comptables. Là, c'est plus qu'une crise, c'est une mutation de notre économie. Et ben, on a vraiment les moyens de faire quelque chose de grand ensemble, voilà, et de faire du win-win, win client, win nous, win vous. Donc voilà, ça peut être une formidable aventure.
Merci à tous et à toutes de votre attention. Pour ceux qui sont présents et qui ont la chance d'être avec nous, il y a un petit apéritif qui vous attend. On va pouvoir échanger là-bas si vous avez encore d'autres questions. Donc, vous êtes les bienvenus. Puis ceux qui sont derrière leur écran, si vous êtes à côté, venez aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.